Bonjour, cette vidéo se veut donc un corrigé du DS de synthèse sur le système de levage par friction, mais ça se veut aussi être un cours, donc ça va être un petit peu long parce que je donne beaucoup d'explications et donc il ne faut pas hésiter à faire des pauses, à comprendre, à refaire des marches arrière éventuellement, voilà, voire à le regarder plusieurs fois. Voilà, donc bonne lecture de cette vidéo. Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le système d'élévateur par friction. Donc c'est un devoir type que vous pourrez avoir du coup en dynamique. Alors comment fonctionne le mécanisme? Vous avez donc un bâti que l'on va appeler 0, sur lequel vous allez avoir une barre 1 qui va translater. Ça c'est une liaison glissière d'axe Z0 ici. Donc je vais avoir une translation entre 1 et 0, que je note ici 1 par rapport à 0, c'est une translation. Donc la rotation entre 1 et 0, elle est nulle. Ensuite, sur le solide 1 va venir en contact au point I, le solide 2. Le solide 2, donc c'est une roue, mais on pourrait très bien aussi imaginer un système avec une crémaillère, ça pourrait être une crémaillère et c'est un pignon, pour avoir un engrainement ici entre les deux. Là ici ça va être en engrainement donc du coup avec un roulement sans glissement, donc ça veut dire soit j'ai une roue et une barre et ça va fonctionner par friction, soit j'ai une crémaillère avec un engrenage et ça va entraîner par contact. Donc du coup, quand ma barre 1 va translater ici, elle va faire tourner ici mon solide 2. Le solide 2, en fait, est lié au solide 4, la barre, et le solide 3 une deuxième roue. Donc tout ce qui est dessiné en vert, là, ici, deux roues plus une barre qui va les relier, c'est un ensemble unique. Donc quand mon solide 2 va se mettre à tourner, c'est tout le solide 2 plus 4 plus 3 qui va se lever. Donc la translation de la barre va permettre de soulever ici le solide qui est ici. Donc c'est ça qu'on va appeler donc, du coup l'élévateur par friction ici. Je vais pouvoir translater ici et faire se soulever l'ensemble par une rotation. Ce qui veut dire qu'on voit tout à fait là tout de suite qu'il va y avoir un lien entre le déplacement qui va être paramétré par Z de t ici. Donc Z de t, c'est le déplacement ici de ma barre 1 par rapport à 0. Et le paramètre θ ici, qui va être le paramètre de position angulaire entre l'axe Z2 ici et Z0 ici, qui va être représenté par ce changement de base indiqué ici. Donc la rotation entre le repère noir d'axe, la liaison pivot, attention, le Y est perpendiculaire au tableau, Z et X. Et puis donc du coup, je vais avoir la rotation de 2 par rapport à noir ici, qui va être représentée par θ. Donc je vais avoir la rotation de 2, le solide vert, par rapport à 0, le solide noir, qui est la même chose que 2 par rapport à 1, puisqu'en fait le solide 1 aussi a le même axe que le solide 0. Donc 2 par rapport à 0 ou 2 par rapport à 1, c'est la même chose. Et donc il sera une rotation de θ point autour de l'axe Y0, qui est commun à tous les solides, donc Y0, Y1, Y2. Voilà pour la présentation du système. Alors dans la première question, on va regarder donc du coup ce qui se passe ici au point I en exprimant la condition de roulement sans glissement en I. On va essayer de trouver une relation entre θ, θ point, Z, Z point ou et R, l'origine. On se rappelle à quoi sert une condition de roulement sans glissement. Cet outil, condition de roulement sans glissement, permet de faire le lien entre des paramètres. Donc là ici, clairement, quel lien entre quels paramètres? Quand je vais avoir le déplacement de la barre, donc Z de t, donc le déplacement, ça va être du Z point, la vitesse de ma barre, va engendrer une rotation de ma roue 2 ici, donc ça va être lié à θ point. Je veux lier ces deux paramètres-là ensemble. Ça, je vais pouvoir le faire en exprimant la condition de roulement sans glissement. Donc si je l'exprime, donc au point I, c'est la vitesse en I entre les deux solides en contact. J'ai le solide 2 qui est en contact avec le solide 1. Donc en I, la vitesse relative entre les deux est nulle. Ça, je n'ai pas le droit de le dériver puisque le point I appartient à personne, donc je vais le décomposer. Pour le décomposer, je vais décomposer parce que j'ai un mouvement entre 2 et 0, une liaison pivot. Donc je vais écrire vitesse de I de 2 par rapport à 0. Le mouvement entre le vert et le noir. Et puis j'ai un deuxième mouvement entre rouge et noir. Entre rouge et noir, ça va être entre 1 et 0. Donc plus vitesse de I de 0 par rapport à 1.
Donc là, je vais avoir mes deux mouvements qui vont être composés. Alors celui-là, plutôt que de faire de 0 par rapport à 1, je vais faire l'inverse. Donc je vais écrire moins vitesse de 1 par rapport à 0, sous cette forme-là, en inversant les indices. Je vais détailler les deux. Donc vitesse de i de 2 par rapport à 0 dans un premier temps. I appartient à personne, donc ça je ne peux pas dériver, donc je vais utiliser Varignon pour le déplacer ici. Aussi, quoi que je pourrais ici, dans ce cas-là, le dériver, c'est une bêtise, hein, ce que je viens de dire, mais je vous déconseille de la dériver, donc je vais conseiller d'aller le déplacer au point A, puisque le mouvement entre 2 et 0, c'est une rotation de centre A, ici. Donc si j'écris la vitesse en A de 2 par rapport à 0, plus IA vectoriel oméga de 2 par rapport à 0, l'intérêt, c'est qu'ici, A, c'est le centre de la rotation entre 2 et 0. Donc ici, je vais avoir une vitesse nue. IA, ici, c'est le rayon suivant l'axe x0. Donc je vais avoir mon rayon suivant l'axe x0. Vectoriel, la rotation de 2 par rapport à 0, c'est θ point autour de y0. Ce qui va me donner donc, du r θ point, de x vers y, c'est le sens positif, et ça va me donner du z0. Voilà, ça c'est le premier. Si je détaille le deuxième, vitesse de i de 1 par rapport à 0, je vais avoir ici, alors celui-ci pour le coup, je ne peux pas faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ici, quand j'utilise la formule de Varignon, je vais faire apparaître le vecteur rotation ici. Sauf que la rotation entre 1 et 0, comme je suis en translation, ça va être égal à 0. Donc ce terme-là sera toujours égal à 0. Donc en fait ici, je suis dans un cas de translation entre les deux. Et quand vous avez des translations, Varignon ne vous sert à rien. Par contre, là, vous pouvez faire des calculs de dérivée. Donc là, en fait, ce que je vais dériver par rapport à mon repère d'observation. Je suis en train d'observer le point I. Et le point qui doit être ici, c'est un point qui doit être fixe dans ce repère-là. Qu'est-ce que j'ai comme point fixe dans le repère 0? J'ai le point O qui va être ici. Mais je pourrais aussi utiliser le point A. Je vais utiliser le point O parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire apparaître ici, OI, c'est le paramètre Z de T. Donc ça va me faire la dérivée de Z de T, cette distance qui varie quand le point I appartient au solide 1. Donc quand I appartient à 1, ça veut dire que I va se déplacer avec 1. Sur dt par rapport à 0, alors attention, le vecteur OI, il est suivant Z0. Je vais dériver Z et je vais dériver Z0. Z effectivement est variable, et parce qu'en fait il faut comprendre qu'ici, dans cette écriture de vitesse-là, I appartient à 1, ça veut dire que le point I va se déplacer avec le solide 1. Donc Z va varier. Par contre, Z0 est fixe dans son propre repère. Donc finalement, je vais avoir directement du Z point de T suivant Z0. Maintenant, je vais les mettre face à face. Je vais reprendre cette expression-là. J'ai vitesse de I de 2 par rapport à 0, donc j'ai du R θ point Z0 moins celle-ci, Z point suivant Z0 est égal à une vitesse nue. Je peux mettre Z0 en facteur, donc je vais avoir du R θ point moins Z point suivant Z0 qui va être égal à 0. Pour que tout ça se soit égal à 0, il faut que ce terme-là soit égal à 0, ou ce terme-là soit égal à 0, ou les deux soient égaux à 0. Ça, c'est un vecteur unitaire, donc il ne peut pas être égal à 0. Donc ça veut dire que c'est que ce terme-là qui va être égal à 0. Donc je vais avoir du R θ point moins Z point égal à 0. Ce qui veut dire que Z point est égal à R θ point. Voilà ce que vous avez trouvé. Petite interprétation, justement, pendant que j'y pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z point, la vitesse, quand cette distance-là augmente dans le sens positif Z, ici je vais tourner dans le sens positif ici. Effectivement, quand je pousse par là, lui il va tourner comme ça en θ positif. Et ça ressemble à ce que vous connaissez, V égale à oméga R. Mon rayon et puis ma vitesse ici, tout simplement. Allez, question suivante. Alors donc, du coup, j'ai trouvé dans la question 2, on me demande de dériver cette expression que j'ai notée ici, là, qui va lier les deux. Donc si je fais la dérivée,
la dérivée de z point, ça va devenir z point point. Et z point point, c'est quoi? Ça va être l'accélération de la barre par rapport à ça, par rapport à mon bâti. Et l'accélération de la barre par rapport au bâti, c'est ce qui a été paramétré par l'accélération A0 de votre sujet. Donc z point point, c'est A0 dans votre sujet. Ce sera égal à la dérivée de tout ça. R, c'est une constante. Il ne se dérive pas. Et θ, point point. Donc du coup, vous allez avoir cette condition ici qui va apparaître. A0, l'accélération de la barre, c'est le rayon fois l'accélération angulaire de votre solide. Alors la question suivante, donc la question 3, on va aller calculer la matrice en A du disque 2. Donc la matrice d'inertie, donc mon solide 2 c'est celui-là, le point A est ici. Attention, première question, est-ce que le point A est le centre de gravité? Oui, A c'est bien le centre de gravité de votre disque 2. Attention, ce que va me donner mon formulaire, que vous retrouvez dans votre sujet d'ailleurs, parce que votre sujet vous donne un formulaire. Vous avez le formulaire du cylindre, et dans le formulaire du cylindre, que je vous ai représenté ici, là, vous avez donc du coup, non pas un disque, mais un cylindre. Quelle est la différence entre un cylindre et un disque? Ça, c'est mon cylindre. Il a une hauteur h, et puis ici, alors, du coup, un diamètre de z ou un rayon qui vaut r. Donc si je prends un disque, ça veut dire que la hauteur est à peu près égale à 0. Donc là-dedans, je vais corriger ma matrice avec, donc du coup, pour passer d'un cylindre à un disque, je vais mettre les hauteurs qui vont être égales à 0. Donc tous les composants qui prennent la hauteur vont disparaître. Donc ici, je vais avoir du m 3r carré sur 12, sauf que 12, c'est 3 fois 4. Donc en fait, je peux simplifier par 3, 3 en haut, 3 en bas. Donc ça me fait du mr carré sur 4, mr carré sur 4 et mr carré sur 2. Ça, c'est la matrice d'inertie, non plus d'un cylindre, du coup, mais d'un disque. Adapté depuis le cylindre. Deuxième adaptation que vous devez faire attention aux axes. Dans cette matrice ici, l'axe, ici, c'est l'axe Z. Est-ce que dans notre système, on a cet élément ici, qui va être cet moment d'inertie autour de l'axe Z, il va se retrouver où? L'axe du disque, c'est celui-ci. L'axe du disque, c'est Y. Donc ce que j'avais en Z va devoir passer en Y. mr carré sur 2. Ici, l'axe de mon cylindre n'est plus Z, il devient Y dans mon exercice. Et les deux autres vont être identiques. mr carré sur 4, mr carré sur 4. Les produits d'inertie sont nuls. Voilà comment utiliser votre formulaire que vous avez dans votre sujet pour trouver la matrice au centre de gravité A du disque 2. J'indique ici en bas le point d'application et la base dans laquelle je l'ai exprimé. Dans la question 4, on me demande la matrice d'inertie en B, au point B, du solide 3, ici. C'est la même chose que ce que je viens de faire ici. Le point A, c'est le centre du disque 2. Le point B, c'est le centre de gravité du disque 3. Donc je vais retrouver exactement la même méthodologie ici pour pouvoir aller calculer effectivement la matrice au point B pour le solide 3. Et donc du coup, ce que je vois, c'est que la matrice en A de mon solide 2, c'est égal à la matrice en B de mon solide 3 ici, puisque c'est la matrice au centre de gravité de chacun des deux solides d'un disque, qui ont pour même masse, parce que sa masse à lui s'appelle M, sa masse à lui s'appelle M, et ils ont tous les deux pour rayon grand R. Donc le paramétrage est exactement le même pour les deux solides. Dans la question suivante, on le voyait venir, en fait je veux connaître la matrice d'inertie de cet ensemble. Pourquoi? Sûrement parce que je vais mettre en rotation cet ensemble, et en mettant en rotation cet ensemble, j'ai besoin pour l'écriture du moment dynamique de connaître la matrice d'inertie, tout au moins le moment d'inertie, autour de cet axe-là, de l'ensemble de tous ces solides-là, à savoir la difficulté que je vais avoir à déplacer sa masse.
Donc la matrice en D de mon ensemble vert, composé de 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus la barre 4. Attention, la barre 4 n'a pas de masse. Donc en fait, la barre 4, sans masse. Donc il n'y a pas d'inertie. Non d'inertie que les solides 2 et 3, les deux disques. Donc attention, le point D, c'est le centre de gravité de l'ensemble, mais ce n'est pas le centre de gravité de mon solide 2, et ce n'est pas non plus le centre de gravité du solide 3. Donc la matrice en D de mon ensemble, c'est la matrice en D du solide 2, plus la matrice en D du solide 3. Donc il va falloir que je déplace les matrices que j'ai calculées juste avant au point D. Pour ça, je vais utiliser mon théorème de Huygens, ici, la matrice en D du solide 2. C'est la matrice en son centre de gravité. Effectivement, le solide 2 a pour centre de gravité le point A, nickel, plus sa masse, donc la masse du solide 2, fois la matrice de déplacement. Matrice de déplacement entre quoi et quoi? Entre le point D et le point A. Donc les coordonnées que je retrouve là-dedans sont les coordonnées du vecteur DA. Qu'est-ce que je vais marquer ici? Donc voilà, vous reprenez effectivement votre matrice de déplacement ici. Moi ce que je connais le vecteur AD ici qui vaut la moitié de la longueur de la barre, donc L sur 2 suivant Z2. Alors ça tombe bien parce que cette distance ici, ça va être les coordonnées, donc ici, de D vers A, le vecteur DA, c'est donc moins L sur 2 suivant Z2. Ça s'écrit comment? Et bien, ça va être les coordonnées X, Y, Z dans la base 2, la même base ici, et X, Y, Z que je trouve ici. Et donc du coup, ça va être quoi? Le X, il vaut 0, le Y vaut 0, et donc du coup, je ne vais avoir que du moins L sur 2 suivant Z. Donc ça veut dire que tous mes termes X, Y valent 0, je vais garder que le Z qui vaut L sur 2. Alors je vais effacer ce dont je n'ai pas besoin. Donc les X et les Y valent 0. Y carré 0. Là ici je vais avoir du Z carré que je vais garder. X vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0. Le X vaut 0, donc ça vaut 0. Le Y vaut 0, donc ça vaut 0. Donc en fait tous mes produits là ici disparaissent. Je ne garde que les Z. Donc j'ai un Z carré ici, un Z carré ici. OK. Ici du X, du Y, ça disparaît. Votre matrice d'inertie va avoir cette forme-là. Ici. Le Z carré, c'est moins L sur 2. Alors tiens, si au lieu d'écrire le vecteur DA, j'avais écrit le vecteur AD, et bien comme j'ai eu des distances au carré là-dedans, que je prenne DA ou AD, c'est la même chose, puisque moins L sur 2 au carré, ça va faire du L carré sur 4, et L sur 2 au carré, ça va faire aussi du L carré sur 4. Je vais avoir la même chose. Ici, je vais avoir donc du L carré sur 4. Ici. Comme c'est au carré, le signe va disparaître. Donc du coup, il va falloir que je fasse cette opération-là. Donc la matrice en A, je me le suis reporté là-bas. Et donc du coup, je vais avoir quoi? Ici, je vais caler ça. Je vais profiter de mon grand tableau pour faire mon opération. Je m'étais gardé tout à l'heure les calculs qu'on avait fait. MR carré sur 4, 0. MR carré sur 2, 0. Et MR carré sur 4. Tout ça, c'était la matrice en A, ici, et qui s'exprimait dans la base 2. Plus, attention, j'ai la masse ici. Donc là, je vais le rentrer à l'intérieur. Donc je vais avoir du ML carré sur 4, 0, 0. Ici, je vais avoir du ML carré sur 2 et 0 ici. Ça, par contre, il n'y a pas de point associé puisque c'est une matrice de distance entre A et D. Par contre, attention, elle s'exprime dans la base 2. Et j'ai plus qu'à faire la somme des deux. Ce qui me donne, donc du coup, j'ai la masse sur 4. Donc ça nous fait du M facteur de L carré plus R carré sur 4. Je vais avoir du M R carré plus R carré plus L carré sur 2.
Et là, il me reste du mr carré sur 4. Ça, c'est donc la matrice, du coup, elle est ni en A ni matrice de distance, puisqu'en fait, ce que je viens de calculer, c'est la matrice en D. En D est exprimée dans la base 2. Les produits sont tous nuls. Ici. Voici donc du coup la matrice en D de mon solide 2. Donc je n'ai calculé que ce terme-là. Je vais faire la même manipulation pour la matrice en D de mon solide 3. Donc ici pour le solide 3, ça va être la matrice en B, ici, qui est la même que celle en A. Donc ce terme-là va être identique. Et puis la distance, donc du coup ce ne sera plus la distance entre D et A, mais ça va être la distance entre D et B. Sauf que DB, c'est aussi L sur 2. Donc je vais avoir du L sur 2 aussi, tout comme ici. Donc DB, ça va être aussi du L sur 2, suivant Z2. Donc je vais avoir la même matrice de distance ici. Ben oui, puisqu'en fait je vais me déplacer de la même distance mes deux matrices. Donc la matrice en D du solide 3 sera elle aussi égale à la matrice en D du solide 2. Donc je vais retrouver exactement la même chose ici. Je vais pouvoir multiplier simplement par 2 tous les termes qui sont à l'intérieur. Attention, petite erreur de ma part, je n'ai pas fait attention qu'ici c'est du L carré sur 4. Donc ici, c'est pas sur 2 ici, c'est ml carré sur 4. Je le corrige en rouge ici. Je n'ai pas fait attention. Donc si je veux l'avoir sur 4 ici, là il faut que j'ai 2R carré ici. Je n'ai pas fait attention, parce que si je le place, si je le mets sur 4 ici, comme tous les autres, il faut que je multiplie par 2 au numérateur. Donc ça fait la masse fois 2 fois le rayon carré, 2 fois le rayon carré. Voilà, juste correction, je vais me rendre compte de mon erreur. Voilà. Donc je vais faire la synthèse pour la suite. Donc si je fais le bilan, je me retrouve donc avec la matrice en D de l'ensemble du solide. C'est la matrice en D du solide 2, plus la matrice en D du solide 3. Donc c'est 2 fois la matrice que je viens de voir juste avant. Donc finalement, le 2, si je le rentre dans la matrice, je vais diviser tout, au lieu de diviser par 4, tout va être divisé par 2. Voici votre matrice finale. Là, donc, tous les produits ici sont égaux à 0, évidemment. Dans la question suivante, on va chercher le torseur cinématique au point A. Le point A est un point fixe du mouvement de vert, le solide S, par rapport à noir 0. Le torseur cinématique, c'est un espèce de V ici, de S par rapport à 0, que je vais observer par rapport au point A, ici. Donc, ça va être la masse, le vecteur rotation de S par rapport à 0, et ça va être la vitesse, donc le moment, ça c'est la résultante, ça va être le moment, au point A de S par rapport à 0. Alors dans le mouvement ici, S a le même mouvement que 2, ou 3, ou 4. Donc ici, en fait, l'indice S en termes de mouvement, c'est la même chose que, ici, oméga de S par rapport à 0, c'est la même chose que oméga de 2 par rapport à 0. Puisque S et 2, c'est le même solide, ils appartiennent au même solide, donc ils ont le même mouvement. Au point A. Donc la rotation de S par rapport à 0, c'est la rotation de 2 par rapport à 0, donc ça va être le θ point autour de Y0, 2. La vitesse en A, au point A de vert, le point A, c'est le centre de la rotation de S par rapport à 0. Donc ça, c'est une vitesse nulle. Voilà. Voici mon torseur cinématique. Donc dans la question suivante, la question 7, je vais calculer le torseur cinétique en A de S par rapport à 0. Par définition, le torseur cinétique, c'est, attention, là il y a un piège, donc c'est la masse de M, c'est toujours le même piège, fois la vitesse au centre de gravité. Mon centre de gravité du solide S, c'est le point D. Donc c'est la vitesse de D de S par rapport à 0. Et puis là, je vais retrouver le moment cinétique. Donc il faut que je commence par calculer la vitesse au centre de gravité. Donc ça, je vais le faire, j'ai plusieurs manières de le calculer, puisque la vitesse en D de S par rapport à 0, le point D appartient à S, c'est vrai, donc j'ai le droit de le dériver. Donc il y a un premier calcul qui peut être fait simplement par dérivation en observant par rapport au repère 0. Je vais dériver le vecteur quelque chose D, et le quelque chose ici, le point que je vais mettre, c'est un point qui doit être fixe dans le repère d'observation. Qu'est-ce que j'ai comme point fixe dans le repère 0 ? J'ai le point O,
et j'ai le point A. Donc je peux très bien faire la dérivée de OD ou faire la dérivée de AD. Si vous faites votre calcul, vous retrouverez exactement le même résultat. Ou alors, je peux très bien utiliser un varignon. La vitesse en D, c'est la vitesse en A de S par rapport à 0, plus dA vectoriel. Alors attention, je suis dans le torseur cinématique, donc il faut que j'écrive la résultante du torseur cinématique, S par rapport à 0. Le fait d'écrire ça, l'intérêt c'est que ici je vais avoir une vitesse qui va être égale à 0. Pourquoi? Parce que le point A, c'est le centre de la rotation entre vert et noir. Noir qui est représenté ici. Donc je vais avoir ce produit vectoriel là à faire. dA, donc c'est du moins L sur 2, c'est bien ça, c'est P vers A, donc dA c'est moins L sur 2 Z2 vectoriel θ point Y0 ou 2. Je suis dans la même base ici, donc je vais avoir du L sur 2 θ point, L sur 2 θ point, Z vers Y, je pars dans le sens négatif, donc je vais bien avoir un plus parce que j'ai le moins ici et le moins du produit vectoriel. Et donc de Z vers Y, ça va me faire du moins X2 ici. Et là, je vais avoir ma vitesse ici, entre les deux. Donc du coup, si je le reporte ici, ça veut dire que je vais avoir du 2m, la vitesse en D, je l'ai ici, L sur 2, θ point, X2. Ça va être la résultante de mon torseur cinétique. Maintenant, je vais les calculer. Le moment cinétique, le moment cinétique en A de S par rapport à 0. Je reprends mon formulaire. Dans mon cours ici, le moment cinétique, il est ici. Pour les calculer le moment cinétique, moi je connais déjà cette partie-là, je vais aller faire ce calcul ici et ensuite passer par ici. J'évite d'utiliser la formule rouge. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un simple produit scalaire que je sais faire assez simplement entre une matrice et un vecteur. Et ici, c'est la formule de varignon que je sais faire aussi simplement. Alors, c'est parti. Donc, le moment cinétique en A, ça va être le moment cinétique au centre de gravité. Au centre de gravité ici. Le centre de gravité de mon solide S, c'est le point D. De S par rapport à 0. Plus AD. Vectoriel. Vectoriel quoi? La résultante. La résultante, c'est lui. Donc que je viens de calculer juste avant ici. Alors là, on va simplifier, parce que là, ici, j'ai du 2m L sur 2. Donc je vais simplifier par 2. Donc vectoriel, la masse fois la longueur, θ point, x2. Ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je calcule aussi le moment cinétique en D. Donc c'est parti. Moment cinétique en D de S par rapport à 0, je ne le connais pas. Donc là, ici, dans mon formulaire, le moment cinétique au centre de gravité, c'est celui-ci. Donc là, ça va être la formule numéro 1. Ça va être la matrice au centre de gravité de mon solide, scalaire, le vecteur de rotation de S par rapport à 0. La matrice en D ici, on vient de m'en donner une simplifiée dans mon énoncé, qui va s'écrire A, B, C, en D, et dans la base 2. Scalaire, mon vecteur rotation, c'est 0, θ point, 0, dans la base 2. Donc si je fais mon produit entre les deux, ça fois ça, ça fait 0, plus, alors là j'ai des 0 ici un peu partout, ça fois ça, ça fait 0, plus ça fois ça, ça fait 0. Ensuite je vais avoir ça fois ça, plus ça fois ça, j'ai un B, θ point qui apparaît, et ça fois ça, ça fait 0. 0 fois 0, plus 0 fois θ point, plus c fois 0, je vais avoir 0, écrit dans la base 2. Ce qui me fait donc du coup du B, θ point, autour de Y0, 2, à savoir l'axe perpendiculaire à votre plan. Ici. Donc je connais maintenant ce terme-là. Ici. Je vais effacer tout ça. Il va me rester à faire ce produit, où je vais faire même peut-être en dessous, là ici directement. Je vais faire le AD vectoriel ML θ point x2. AD de A vers D, c'est du L sur 2 suivant Z2.
vectoriel ml θ point x2. Attention, je disparais. Donc, je vais avoir la masse. L fois L, ça me fait du L carré. Le tout divisé par 2. Donc, ça fait m L carré sur 2. J'ai le θ point qui est ici. Et là, je vais avoir un produit vectoriel entre Z2 et X2. Donc, Z2 vectoriel X2. De Z vers X, c'est positif. Et ça va me donner le troisième, le Y2. Donc ici, je vais avoir du Y2 qui est aussi Y0. Du coup, je connais ce terme-là que j'ai calculé là. Ce terme-là que j'ai calculé là. Je vais donc faire mon assemblage. Ici. Je vais avoir donc le B θ point Y02 plus ml carré sur 2 θ point Y02. Hop. J'ai plus besoin de tout ça. Tac. Et là, je vois que j'ai du θ point Y02 que je peux mettre en commun. Donc, je peux simplifier mon écriture. Ça fait P plus ml carré sur 2 θ point Y02. Ici. Est-ce que ça, c'est homogène dans mon calcul? Est-ce que B, c'est homogène à ça? Je n'oublie pas que B, dans la matrice de D de mon solide S, c'est un moment d'inertie. A, B, C, donc en D dans la base 2. Le B, son unité, ça va donc être des kilos fois des mètres carrés. Des kilos fois des mètres carrés. J'ai donc bien la même unité entre ces deux-là. Ce sont tous les deux des moments d'inertie. Petite précision, voilà, donc là ici, j'ai donc terminé ici. B plus ml carré sur 2 θ point Y2. Voilà, là c'est mon torseur cinétique en A. Il est entièrement calculé. On aurait pu faire d'une autre manière. On aurait pu passer par ici. Passer par là. Mais passer par là vous obligez à faire 8 gains pour aller faire mes calculs de matrice d'inertie au point A. Donc ça, pardon, je le prends à l'envers. Non, c'est bon. Passer par là, je veux dire, ici, là. Donc cette partie-là ici, cette formule numéro 5, c'est 8 gains, mais on ne l'a pas fait. Donc ce terme-là, je ne le connais pas. Et cette formule-là, elle est un peu particulière, donc c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser les chemins qui sont en vert. Donc dans la question 8, on va chercher maintenant le torseur dynamique en A de S par rapport à 0. Complètement logique, puisqu'en fait j'étais au torseur cinétique ici, et donc je vais passer au torseur dynamique. Pourquoi je cherche le torseur dynamique au fait? Puisque le torseur des efforts égale au torseur dynamique, ça c'est l'écriture du principe fondamental de la dynamique. Donc l'objectif, la finalité de ma première partie, c'est d'aller calculer le torseur dynamique. Ce que je vais faire ici. Donc j'ai reporté l'écriture de mon torseur cinétique calculé précédemment au-dessus. Et maintenant, je vais aller calculer mon torseur dynamique du mouvement de S par rapport à 0 au point A. Donc je vais avoir la masse fois l'accélération du centre de gravité, donc le point D, de S par rapport à 0. Attention, la masse, c'est M plus M. Donc je vais avoir du deuxième. Et je vais avoir le moment dynamique en A, puisque le moment je le calcule en A, de S par rapport à 0. Ici. Donc il va falloir que j'aille calculer l'accélération. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse que j'ai calculée ici. Donc ça veut dire que cette partie-là, 2m fois l'accélération de d de S par rapport à 0, ça va être la dérivée de ma résultante qui est ici, donc ml θ point x2 par rapport à 0. Qu'est-ce qui va varier dans ce terme-là? La masse, elle est constante, la longueur est constante, θ point, c'est ma variable angulaire, donc ça va falloir que je le dérive. x2, est-ce que x2 bouge dans le repère 0? Voilà, x2, c'est ce qui vient à être associé à mon repère vert, donc mon repère vert va tourner comme ça ici, donc x2 va bouger dans le repère 0. Donc j'ai deux termes à dériver. Ça va donc me faire ml, la dérivée de θ point, fois x2, plus ml, θ point, et là je vais faire la dérivée
de x2 par rapport à 0. Alors la dérivée de θ point, c'est facile. C'est θ point point. Voilà, ça c'est fait. Par contre, la dérivée de x2, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais faire un sous-calcul ici. La dérivée de mon vecteur unitaire. Donc je vais avoir du oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel x2. Donc ça nous fait du θ point y02, vectoriel x2. Je suis dans la même base. Je peux faire mon produit vectoriel tout de suite. Donc je vais avoir du θ point. Donc x, y, z, x, y, z, sens de lecture positif. De y vers x, je fais une lecture dans le sens négatif. Donc je vais avoir du moins. Et donc ça me fait le troisième vecteur qui va être z2. Ici. Donc là ici, je vais avoir du moins θ point z2. Le θ point fois θ point, ça va être du θ point carré, puis le moins, je vais le sortir devant. Donc, ce qui va me faire du moins θ point carré suivant z2, ici. Et bien voilà, là maintenant, je retrouve un résultat ultra connu, puisque ça, le θ point point suivant x2 va partir dans cette direction-là, ici. Ça, c'est l'accélération tangentielle. Ça va être mon accélération tangentielle fois la masse. Et ça va être mon accélération qui est dirigée vers le centre en Z2 moins. Ça va être l'accélération centripète. Deux accélérations que j'ai l'habitude de voir quand j'ai une rotation simple ici autour d'un axe. Donc là, j'ai reporté ce terme-là que je viens de calculer ici. Maintenant, il me reste à calculer le moment dynamique en A de S par rapport à 0. Je reprends mon formulaire, le cours, ce formulaire-là. Le moment dynamique en A, il est ici. Donc pour calculer le moment dynamique en A, je vais passer par le moment dynamique au centre de gravité, donc le point D. Ça, c'est ma formule de Varignon. Et ici, je vais avoir juste une dérivée par rapport au moment cinétique calculé précédemment. Donc le moment dynamique en A, c'est le moment dynamique au centre de gravité. Donc, le centre de gravité de mon solide S, c'est le point D. Plus AD, vectoriel quoi? Ma résultante. La résultante, c'est tout ça que je vais donc mettre ici. Ce que je viens de calculer juste avant. Donc ce terme-là, c'est celui que j'ai ici, M, L, facteur. Alors j'ai mis M et L en facteur. θ point point x2 moins θ point carré z2, ici. Le moment dynamique en D, moi je ne le connais pas encore, donc il va falloir que je le calcule. Le moment dynamique en D de S par rapport à 0, c'est égal à la dérivée du moment cinétique au centre de gravité. Ici. Ça, c'est la formule que je retrouve ici, la formule 2. Donc là, j'ai la formule 2 et la formule 3. Ça, c'est la formule numéro 3. Et ça, c'est la formule numéro 2. Donc, à savoir un varignon sur le torseur dynamique, et puis là, simplement une dérivée. Donc là, je vais aller dériver le moment cinétique en D. Alors, le moment cinétique en D, c'est ce que j'ai ici, mais sans cette partie-là. Donc, c'est la dérivée, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, donc de B, θ point, Y2 par rapport à 0. Il faut regarder effectivement les résultats qu'on a calculés précédemment. Donc le B θ point Y2, B c'est une constante, ça ne bouge pas. Par contre le θ point va bouger et le Y2 va bouger par rapport à 0. Non, en fait non. Pourquoi? Parce que le Y2 c'est aussi le Y0. Donc ici, le Y2 c'est le Y0, donc il est fixe dans ce repère-là. Donc j'ai que θ point qui est une variable. Donc ça va me donner B θ point point Y02. Ici. Donc ce terme-là, connu. Il me reste à faire du coup ce produit vectoriel-là. Donc ça me fait du AD, vectoriel, la masse fois la longueur fois θ point point x2 moins θ point carré z2. Donc ça va nous faire AD de A vers D, c'est du L sur 2 suivant z2, vectoriel ML θ point point x2 moins θ point carré
Z2. Donc je vais avoir deux produits vectoriels à faire. Le Z2 vectoriel X2, Z2 vectoriel X2, ZXY, Y2 c'est aussi le Y0. Je vais dans le sens positif ici. Et un deuxième produit vectoriel, le produit vectoriel entre Z et Z ici. Donc Z2 vectoriel en Z2, ça me fait 0. Donc le produit vectoriel avec le terme en Z va disparaître. Ok, bon, je l'efface. Celui-là va disparaître. Donc je vais avoir ce produit vectoriel là à faire. Ça me donne quoi? Ça me donne la masse fois la longueur au carré divisé par 2 fois le θ point point. Et le produit vectoriel entre les deux, en Z2 vectoriel X2, ça nous fait du Y2. Voilà. Donc je connais ce terme-là et ce terme-là, que je viens de calculer ici, et que je vais remplacer ici, donc du coup dans mon équation, ici. Donc le premier terme, c'est le B θ point point Y02, plus mon deuxième terme qui est ici, qui vaut ML carré sur 2 θ point point Y02. θ point point Y02, je peux donc factoriser B plus ML carré sur 2 θ point point Y02. Voilà votre résultat final qui vient ici en termes de moment dynamique. Dans ma question 9, l'objectif c'est de faire le bilan des actions mécaniques extérieures comme on a vu au premier semestre. Donc la première question qu'il faut que je me pose, c'est quel est le système sur lequel je vais travailler. Donc le système sur lequel je travaille, c'est l'ensemble vert toujours, que j'ai appelé S, qui est donc 2 plus 3 plus 4. Donc à partir de là, il faut observer votre solide vert, ici, et quels sont les ensembles des contacts ou des forces extérieures qui vont toucher le solide vert. Donc déjà, on va travailler avec la gravité. Donc il va y avoir le poids de cet ensemble. Donc le poids de l'ensemble, que j'ai appelé FP ici, que je vais écrire en son centre de gravité, et qui vaut donc du coup le poids. Le poids est dirigé vers le bas ici. Le bas, parce qu'en fait ma gravité est donnée ici par le vecteur G, donc qui est la traction terrestre. Et donc du coup, il part en moins x. En moins x ici. Et attention, P, on a l'habitude, hein, P égale mg, sauf que là, ici, j'ai, pour l'ensemble vert, j'ai la masse ici et la masse là. Donc là, j'ai un 2m fois la gravité dirigée vers le bas. Et après, bah, comme je l'écris au centre de gravité, il n'y a pas de moment créé par cette force-là au centre de gravité. Donc là, j'ai que le poids dirigé vers le bas et pas de moment. Ensuite, donc, si je regarde ici, bah, j'ai une liaison pivot point A. Une liaison pivot, les degrés de liberté, c'est simplement la rotation autour de Y. Rotation autour de Y, le seul degré de liberté autorisé. Donc tous les autres étant bloqués, ils vont générer des efforts. Donc ma pivot en A, la rotation ne crée pas de moment. Par contre, tous les autres vont avoir des moments ou des forces. Ça, c'est les actions mécaniques dans une pivot. Donc je l'écris effectivement, donc c'est l'action mécanique de 0, le bâti sur mon solide 2 ici. Je l'écris au point A, là où a lieu les actions mécaniques, et ça va me donner ça. Ensuite, je vais avoir le contact en I, ici. Donc ça, c'est donné par mon énoncé, et lui, pareil, il est donné par l'énoncé, mais on l'explique. Le contact en I, bah, c'est un contact qui va avoir lieu ici avec donc un effort normal, ici, de contact, N ici, donc l'effort normal est suivant X. Et mon sujet me dit que je vais avoir un effort tangentiel T qui est dirigé positivement dans le sens de Z. Alors ici, on va avoir une condition de roulement sans glissement. Donc ce qui veut dire que je vais avoir du frottement. Si j'ai du frottement, ça veut dire que... Donc là, j'ai fait là ici. Hop. Si j'ai du frottement à cet endroit-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T égale F fois N. À la limite de glissement, je vais avoir cette relation-là, que je vais sûrement utiliser sur la suite, sur mon principe fondamental de la dynamique, pour avoir une équation supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui va lier l'effort normal et l'effort tangentiel? C'est cette équation-là à la limite du glissement. Et je n'ai pas de moment, puisqu'ici, bah, effectivement, mes efforts passant par le point I, ils ne vont pas créer de moment. J'ai un autre contact qui va avoir lieu, alors pas en B d'ailleurs, en j'en sais rien, en ce point-là, ici, là. Sauf que là, on est en train d'étudier le sujet
au moment, c'est ce qui est marqué dans votre sujet, au moment où ça commence à décoller ici. Donc je vais déplacer mon solide 1 qui va faire tourner ici mon solide vert, et donc du coup je vais me décoller ici. Et à ce moment-là, bah, je n'ai plus d'effort. En ce point-là, si je vais l'appeler P, là, contact en P, là, je n'ai pas de contact à ce moment-là. Donc voilà, mon barre, ça va être 3 torseurs. Attention, j'ai un souci parce que ces 3 torseurs sont écrits en des points différents. L'objectif, c'est d'écrire le principe fondamental de la dynamique, à savoir le torseur des efforts extérieurs à mon solide S sur le solide S va être égal à le torseur dynamique que j'ai calculé précédemment. Donc le torseur dynamique de S par rapport à 0, comme je l'ai calculé en A, ben il est fort probable qu'on me demande de calculer tous ces efforts en A. Donc lui, il va falloir que je le déplace avec un réunion, ça va changer les moments. Lui, il est déjà en A, c'est parfait. Lui, il est au point I, donc il va falloir que je le déplace en A, donc ça va modifier ces moments. Donc je vais avoir 2 calculs de moments à calculer juste derrière. Dans la question 10, on arrive au théorème de la résultante statique. Donc le théorème de la résultante statique, c'est celui que vous connaissez très bien, à savoir, si je le simplifie, c'est le fameux somme des forces égale MA. La somme des forces, c'est la résultante du torseur des efforts, et masse fois l'accélération, c'est la résultante du torseur dynamique. Donc la masse fois l'accélération, dans mon torseur dynamique, c'est ce que je vais retrouver ici. La masse fois mon accélération. Et puis la somme des forces, c'est la somme des résultants. Donc c'est ma résultante du poids, la résultante de ma liaison pivot en A, et la résultante de mon contact en I. Donc je vais écrire tout ça. Donc la somme des forces, je vais obtenir moins 2 mg 0, 0, cette résultante-là. La résultante qui est ici, plus x1, YA, ZA, plus la résultante qui est ici, N0 et T. Et ça, c'est égal. Alors attention, tout ça, c'est écrit dans quelle base? Parce que là, j'ai 2 bases. J'ai la base 0, x0, y0, z0, et j'ai la base 2, x2, y2, z2. Donc là, j'ai aucune information des bases. Donc là, il faut que je regarde mes torseurs, dans quelle base je les ai écrits. Donc tout ça, c'est écrit dans la base 0. Et puis là, je vais avoir donc du coup le MA. Ici, le MA, il est ici. Ah, attention, le MA, lui, il est dans la base 2. Il n'est pas dans la même base. Donc je vais avoir du ML θ point point, ML θ point point suivant x2, et suivant z2, j'ai moins ML θ point carré. Mais ça, c'est dans la base 2. Sauf que je n'ai pas le droit d'écrire d'égalité, ou en tout cas, je ne peux pas dire que ça, c'est égal à ça, si je ne suis pas écrit dans la même base. Donc, il va falloir que je déplace soit tout ça dans la base 2, soit lui dans la base 0. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer lui, je vais faire une nouvelle écriture dans la base 0, ici. Pour faire ça, mais il faut que je projette mon vecteur x2. x2 dans ma base 0, je vais l'avoir ici. Donc ici, je vais le projeter, alors changer de couleur, je vais me prendre du rouge. Je vais faire cette projection ici, donc je vais avoir ce terme-là, plus ce terme-là ici, pour faire les projections orthogonales. Donc là, ici, je vais avoir un cos θ, et puis ici, cette partie-là, c'est celui qui est ici, donc ça, c'est le sinus θ. Donc je vais avoir, pour le x2, je vais avoir un cos θ qui va être suivant x0. Et attention, le sinus θ est négatif par rapport à 0. Moins sinus θ suivant Z0. Et je vais faire pareil pour mon Z2. Le Z2, il est ici. Donc ça va être cette projection-là. Je vais le faire en bleu. La projection qui va se faire ici et là. Donc c'est ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Les deux vont être positifs en Z, positifs en X. Donc là, je vais avoir du cos θ suivant Z0 plus sinus θ suivant x0. Et donc ça, je vais pouvoir aller le remplacer là-dedans. Donc du coup, je vais me le réécrire ici pour ne pas me tromper. Donc je vais avoir du ML θ point point x2. x2, c'est du cos θ x0 moins sinus θ z0 moins ml θ point carré.
Le Z2, c'est du cos θ Z0 plus sinus θ x0. Et tout ça, il va falloir que j'aille le mettre là-dedans. Donc en x, je vais avoir ce terme-là et ce terme-là. Donc ça va me faire du ml en facteur, ml facteur de θ point point cos θ, θ point point cos θ. Et l'autre terme, je vais avoir du moins, j'ai oublié une parenthèse, moins ml, donc un moins qui va apparaître ici, θ point carré, sinus θ. En y0, j'ai rien. Et après, j'ai avoir les termes en z0. Donc là, attention, j'ai avoir un moins ici, un moins ml en facteur, θ point point sinus θ, je vais les faire en vert. Donc ce terme-là et ce terme-là. Donc je vais avoir θ point point sinus θ avec le moins. Et ici, j'ai déjà le moins qui est noté ici, ml, θ point carré, sinus θ. Donc plus, je dis des bêtises, ils sont tous les deux en sinus, ça c'est pas possible. Je dis une bêtise parce que c'est celui-là que je cherche, ok, moins ml, θ point carré, cos θ. Je ferme la parenthèse, ça c'est dans la base 0. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et voilà, je retrouve mes deux équations que je vais numéroter. Tiens d'ailleurs, première équation, deuxième équation, non, j'en ai même trois, j'ai des bêtises, 3, voilà, je suis arrivé. Première équation, deuxième équation, troisième équation. Première équation, ça va être moins 2mg plus yk plus n égale ml θ point cos θ blablabla. Tout ça c'est suivant x0. Donc celui-là j'oublie, parce que lui il n'était pas dans la bonne base. Et deuxième équation, j'ai yk égale 0. Y égale 0, il va disparaître. Troisième équation, ZA plus T est égal à tout ce qui va arriver ici. Voici vos trois premières équations qui vont être générées par le théorème de la résultante statique. Et donc là, j'arrive à la question 11, ici, où je vais écrire le théorème du moment. Ah, j'ai fait une erreur juste avant, dans la question 10. C'est pas de la résultante statique, on est bien en dynamique. Donc c'est le théorème du moment dynamique. Donc il faut corriger juste avant. Donc, théorème du moment dynamique, ça va être quoi? Donc, c'est la somme des moments est égale au moment dynamique. Donc, c'est la deuxième partie. Donc là, il va falloir que je calcule tous les moments. Attention au point A. Donc là, il va falloir que je calcule celui-ci, là. Le moment en A qui va être lié au poids. Donc, ça va être le moment en D qui est lié au poids, plus AD, vectoriel mon poids. Ça, c'est le va-et-vient qu'on a vu au premier semestre, que vous connaissez a priori très bien. Donc le moment D de mon poids, il est nul. Donc ce terme-là vaut 0. Alors ça, c'est ce que vous avez fait en DDS un paquet de fois aussi, je vous rappelle. Donc ici, je vais avoir du AD. AD, ça me fait du L sur 2 suivant Z2, vectoriel, mon poids, mon poids, qui va être donc du coup écrit ici, moins de mg suivant x0. Avec, je mets une parenthèse parce que là c'est interdit d'avoir le produit vectoriel et le moins qui se suivent l'un derrière l'autre sans parenthèse. J'ai un souci parce que là ici je ne suis pas dans la même base, donc je n'ai pas le droit de faire le produit directement entre les deux. Donc il faut que je refasse avec ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc soit je projette le x0, soit je projette le z2. Donc ce qui va me faire donc du coup du L sur 2, le Z2 on l'a vu tout à l'heure, donc c'est du cos θ Z0 plus sinus θ x0, le tout vectoriel moins 2 mg x0. Alors j'ai projeté dans la base 0 puisqu'en fait on me demande de tout faire dans la base 0. Donc j'ai tout balancé dans la base 0. x0 vectoriel x0, ça va faire 0. Ce produit vectoriel. Donc cette partie-là, je peux déjà la faire disparaître ici. Je vais garder le produit vectoriel entre z et x. Z vectoriel x, je suis dans le sens trigo, donc ça va me faire du plus y.
Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire L sur 2 fois moins 2mg cos θ z vectoriel x, ça me fait du y ici. Donc L sur 2 fois 2, les deux vont disparaître. Ici, voilà. Donc là, mon moment, ça va être ça. Donc ça va être donc du, attention, j'ai un moins devant, moins mlg, moins mlg, cos θ, y, et le y c'est le 0 et le 2, puisqu'en fait il est commun aux deux. Je vais faire pareil avec le deuxième, ici. Ah ben non, il n'y a pas besoin, parce que lui, il est déjà écrit au point A, très bien. Dans la base 0, rien à faire. Ça, c'est parfait, je le garde tel quel. Rien à faire. Et lui, par contre, il est écrit au point I dans la base 0, donc au point I, bah, ça ne me va pas, parce que moi, je veux le moment en A de mon effort de 1 sur 2. Donc, ici au point I, donc de 1 sur 2. Bah, c'est le moment en I de 1 sur 2. C'est la valeur qui est ici, donc à savoir 0. Tout ça, ça disparaît. Plus AI vectoriel, ma résultante qui est ici, donc à savoir, je vais avoir n suivant x0 plus t z0. Mon vecteur AI de A vers I, ça nous fait du moins R suivant x0. De A vers I, c'est le rayon, et il part dans le sens négatif, donc moins R, et suivant moins x0. Vectoriel, donc du coup, n x0 plus t z0. Le produit vectoriel, donc tout le monde est dans la base 0, ça va être facile. Le produit vectoriel x0 va disparaître, c'est normal, parce que mon effort normal passe par A. Donc il ne va pas générer de moment. Donc cette partie-là va disparaître. Je ne vais garder que le moment généré par l'effort tangentiel qui part ici, fois le rayon. Donc je vais avoir du R fois T, globalement. Donc celui-là disparaît, par contre je vais avoir celui-là, donc je vais avoir du moins RT, moins R fois T, de X vers Z, de X vectoriel Z, ça me fait du moins Y. De X vers Z, c'est bien ça, moins Y. Donc moins Y, ça va faire un plus Y, et je suis dans la base 0. Voilà votre résultat. Donc là, je vais avoir du RT autour de Y0. Ça, je le fais disparaître. Donc du coup, je connais le moment A de mon poids, le moment A de mon effort de la pivot, le moment A en I, et donc tout ça, ça va être égal au moment dynamique en A. Donc je vais avoir le moment A du torseur P, plus le moment A du torseur de 0 sur 2, plus le moment A du torseur de 1 sur 2, va être égal au moment dynamique en A dans le moment de S par rapport à 0. Si j'écris tout ça, ça me donne quoi? Ça me donne le moment A de P, je l'ai ici, 0 moins mgl cos θ, 0, donc tout ça écrit dans la base 0, plus le moment A de 0 sur 2, c'est LA 0 MA, dans la base 0, plus le moment A de mon dernier torseur, donc de 1 sur 2, ici, qui vaut RT, suivant Y, 0 évidemment, et tout ça c'est égal à un moment dynamique qui vaut 0, B plus ML carré sur 2, θ Y0. Alors, je n'ai pas besoin de l'écrire parce que je suis en train d'écrire en vecteur colonne, hop là, et 0 suivant Z. Et ça, c'est dans la base 0. Et voilà vos trois dernières équations. Donc, j'avais 1, 2, 3 tout à l'heure. Donc là, ici, je vais avoir l'équation 4, 5 et 6, qui sont toutes projetées dans la base 0.
Donc ça veut dire que ici je vais avoir LA égale 0. Je vais avoir NA égale 0. Et puis cette dernière équation. Et donc je vais le réécrire, tout ça. Je vais effacer. Donc voilà, je viens de réécrire mes équations ici, mes trois équations. Et là, donc, je vais retrouver l'équation que l'on attendait ici. Donc RT moins MGL cos θ est égal au torseur dynamique, enfin au moment dynamique. Petite remarque. Torseur des efforts de 0 sur 2. Donc ma liaison pivot ici, qui était donc avec 5 degrés de liberté, enfin 1 degré de liberté, donc 5 actions mécaniques extérieures, ici. Mais en fait, là, je travaille dans un problème plan. Un problème plan de normale Y. Un problème plan de normale Y, ça veut dire que je n'ai pas d'effort suivant cette direction-là qui va me faire sortir du plan. Mais de la même manière, je ne vais pas avoir de moment suivant cette direction-là. Le problème plan de normale Y est censé s'écrire sous cette forme-là en termes de simplification. Ben, c'est logique que LA et NA soient égales à 0. Puisque si je veux un problème plan, il ne faut pas avoir d'effort suivant ces directions-là, ici. Et enfin, donc, du coup, dans la dernière question, la question 12, on va me demander la valeur maximum de A0. Alors, on se rappelle, A0, c'est quoi? A0, c'est l'accélération de la barre. En fait, effectivement, là, ici, je me pose la question, alors, on ne parle pas d'engrenage. Parce que si j'ai un engrenage, ici, vu que c'est par contact, donc une crémaillère plus un engrenage, je pourrais tirer là, avec l'accélération que je veux, de toute manière, lui, il tournera. En fait, là, je veux une condition de roulement sans glissement, donc des conditions de frottement ici à cet endroit-là. De frottement, ça veut dire que T égale F fois N en ce point de contact ici. Et donc du coup, je vais me poser la question, à la limite de glissement ici, avec quelle accélération maximum lui va tourner ici. Si j'accélère trop vite, l'inertie de mon solide vert va l'empêcher de décoller simplement. En fait, en tout cas, il va glisser. Il va peut-être décoller, mais surtout, il va glisser. Donc moi, je ne veux pas de glissement, pour respecter mes conditions de roulement sans glissement qui m'ont permis d'élaborer cette équation. Alors, j'oublie pas, j'ai calculé des choses en amont que j'ai renotées ici. A0, c'est quoi? C'est la variation de Z, donc c'est le Z point point ici. A0, c'est Z point point. Et moi, j'ai un θ point point dans mon équation ici. Le θ point point, enfin le θ point est lié au Z point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon θ point point, on va faire ça, θ point, c'est Z point sur R. Donc mon θ point point, je peux le faire là, donc θ point point, c'est Z point point sur R. Et le Z point point, c'est l'accélération ici de ma barre, donc c'est le A0. Donc dans mon équation que j'avais ici, je peux très bien remplacer le θ point point par A0 sur R. Et moi, dans cette équation-là, je cherche à déterminer ça. Donc il faut que je fasse A0 égale tout ce qu'il y a derrière. Et bien ça tombe bien parce que tout ce qu'il y a derrière sont des éléments qui vous sont donnés dans votre sujet. Je connais le rayon, je connais T, ah non, je ne connais pas T, je connais N, mais je connais aussi F. Donc T, je vais le remplacer par F fois N, moins la masse, je la connais, l'attraction terrestre, je la connais, elle, je connais aussi. Là, on va dire qu'on va faire le calcul pour un θ qui vaut 10 degrés, c'est demandé dans l'exercice. Donc θ vaudra 10 degrés ici. Est égal à B, je connais, la masse, je connais, L au carré, je connais, sur 2, je connais, A0, c'est ce que je cherche, et le rayon, je connais. Donc en fait, je connais tout. Il ne me manque plus que le A0 ici. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à vos unités. Il faut remettre tout le monde dans la bonne unité. Donc quand je fais le calcul, je trouve, quand je remplace par l'ensemble avec les bonnes unités, attention, parce que si je veux un résultat avec des mètres et des secondes au carré, mes centimètres, il faut que je les déplace en mètres, je fais attention à bien avoir tout en kilos et ainsi de suite. Bref, A0 vaut 3,1 mètres secondes moins 2. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup? Eh bien, vous pouvez vous poser la question par rapport à 9,80 mètres secondes moins 2 ici, l'attraction terrestre, ça c'est une attraction que vous connaissez. Ça veut dire que vous êtes à 3 fois moins l'accélération terrestre. Ce qui veut dire que si vous étiez dans une voiture qui accélérait avec cette accélération terrestre, si vous pesez 75 kg, vous ressentiriez un effort proportionnel à 25 kg au tiers de votre poids. Voilà ce que ça représente. Donc c'est une accélération qui, somme toute, n'est pas négligeable. Voilà. Sachant que dans les manèges, vous montez jusqu'à 3G. Donc 3 x 9, 27, à peu près à 30 mètres secondes moins 2.
Donc 10 fois plus que ça. Dans les manèges, vous avez 10 fois ces accélérations. Voilà, la vidéo est terminée, donc bon courage pour la suite. La semaine prochaine, on se retrouve pour le DS final, qui clôturera ce semestre 2 et cette année de mécanique en première année ensemble. Bonne journée, au revoir.